Ok, donc on va commencer ce cours-là. Alors, bien évidemment, je vous ai envoyé un cours d'introduction, deux cours d'introduction, plus un audio. Donc, j'ose espérer que même ceux qui n'étaient pas avec nous au mois de mars ont pu un peu voir ces notions-là. J'y reviendrai, bien évidemment, et je l'espère en présentiel. Mais voilà, quelque part, il fallait quand même bien voir ces notions-là pour ne pas être largué. Euh, Comme je vous l'ai dit, bon, d'abord, je veux que ce soit participatif, hein, on va travailler 3 quarts d'heure ensemble, mais ce que je veux en premier lieu, c'est que vous compreniez bien que la BioC, c'est un livre d'histoire, euh, c'est un roman. Si vous pensez que dès les premières pages, il faut tout comprendre, eh ben, vous vous loupez un peu. La BioC, c'est une matière, d'une part, qui se travaille régulièrement. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, toutes les matières, ça se travaille régulièrement, mais encore plus la BioC parce que c'est des notions qui sont nouvelles pour vous, différentes, des notions que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez jamais vues. Et donc, si ces notions-là que vous n'avez jamais vues, pas euh, comme l'atomistique, ou bon, c'est des choses que vous aviez déjà vues, donc vu que c'est quelque chose de nouveau, et vu qu'on vous demande, et c'est ça le plus important, et c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, de vous faire les ponts entre les différents schémas, entre les différents chapitres, puisque en BioC, vous allez vite comprendre que les questions ne se portent pas sur un chapitre particulier, mais sur l'ensemble des chapitres. On peut vous poser une question sur, par exemple, voilà, hein, je sais pas, ce schéma. On peut très bien vous poser une question sur ce schéma, mais en fait, au final, euh, ça va être une notion du chapitre 4. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire les différents liens entre les schémas et les chapitres. Et ça demande de la régularité. Donc, je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure pendant la séance de méthodologie. Vous devez impérativement avoir en BioC au moins 2 chapitres d'avance sur le programme fait à la fac. Donc, c'est-à-dire que entre cette semaine-là, entre aujourd'hui et cette semaine, vous devez essayer, pas essayer, mais vous devez faire en sorte de faire les 3 premiers chapitres. Alors, juste, je Il y a revois combien de le. chapitres en tout? Il y en a 11. Ok. Il y en a 11. Alors, juste, je regarde le programme, même si je l'avais vu, je vais juste voir un détail. Donc, si vous voulez, on peut le regarder ensemble, ce programme-là. Euh, C'était UE9. Donc, dans l'UE9, donc vous avez commencé par la cellule. Donc, ça, c'est les premiers cours faciles, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà vu, mais on le reverra. Le jeudi 7 janvier, c'est qu'un cours qui est a priori pas au programme, donc pas d'inquiétude. Vous allez faire le compartiment cytosolique, le peroxysome. Donc, tout ce qui va être tissu épithéliaux, tout ça, vous allez le faire dans un deuxième temps. Donc, vous allez massacrer la BioC en même pas un mois, un peu plus d'un mois. Et donc, il y a beaucoup. Donc, vous devez impérativement avoir tous ces chapitres d'avance. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait dans le désordre ici. Ils ont fait le compartiment cytosolique, mitochondrie avant le membrane plasmique. J'ai envie de vous dire, peu importe, c'est pas la question. Mais dans tous les cas, vous allez faire toute la BioC et les ED en même temps jusqu'au mois de février. Et après, ça sera, entre guillemets, un peu plus cool avec l'histo et l'embryo où ils ont réduit un peu les cours. Mais globalement, les premières semaines en BioC, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous ayez en tête que, évidemment, la science humaine, c'est important. Évidemment, l'UE8 du médicament, c'est important. Mais tout le mois de janvier, jusqu'à ce qu'arrive l'ESP, eh ben, vous allez vous concentrer sur la BioC. Donc voilà, ne perdez pas la pédale sur la BioC en se disant, bon, ben, j'y vais au rythme de la fac parce que vous ne tiendrez pas. Si vous allez au rythme de la fac, vous n'y arriverez pas. Bon, enfin bref. Euh, j'ai donc eu l'occasion
avec la plupart d'entre vous, de vous faire comprendre que la BioC, euh, c'est surtout les schémas. Donc, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, bon, j'exagère un peu, mais ça serait facile, c'est que les schémas, alors, qu'il faudra voir, alors, évidemment, à mon avis, les chapitres vont raccourcir, hein, donc je ne sais pas s'il y aura tous les schémas, moi, on va parler de ceux qui sont principaux, mais tous les schémas que vous allez faire en cours sont des schémas à prendre par cœur. Alors, vous savez très bien ma mentalité, quand je dis par cœur, c'est jamais par cœur comme des idiots, mais il faut le comprendre, il faut le saisir, il faut l'analyser, et il faut arriver surtout à faire les liens. Donc vous allez avoir un poly normalement de schéma en BioC. Sur ce poly de schéma, il faudra annoter le maximum. Il faudra faire en sorte qu'à la fin de l'année, votre poly de schéma soit une sorte de poly de révision, que vous n'avez pas besoin du cours, que le poly de schéma suffise, puisque les schémas, c'est ça qui va tomber. Alors, je ne sais pas sous quelle forme vont être donnés les ED cette année, même sur combien d'ED va tomber, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus faible que les années précédentes, mais bon, peu importe. Alors, je vais commencer par ce schéma, parce que ce schéma, il est assez important dans votre en BioC de manière générale, parce que il représente deux catégories de protéines. Donc ici, encore une fois, on est dans une cellule, on a fait un grossissement de la cellule et on est au niveau donc de la membrane plasmique. Donc on est au niveau d'une membrane plasmique qui est en bicouche lipidique. Okay, ça veut dire que la membrane plasmique, c'est un versant extracellulaire, un versant intracellulaire. S'il y a moi que je pense à qui, mais s'il y a des vocabulaires que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'avez pas suivi bien les premiers cours, vous m'arrêtez. Hein, voilà. Mais voilà, le vocabulaire, c'est un vocabulaire nouveau. Donc ici, quand on parle de bicouche lipidique, dans votre tête, ça doit faire tilt, puisque la bicouche lipidique, ça veut dire que c'est un domaine hydrophobe. Alors, hydrophobe, hydrophile, vous savez ce que c'est, hydrophobe qui n'aime pas l'eau, hydrophile qui aime l'eau. Et en gros, la membrane plasmique, c'est un domaine plutôt hydrophobe. Donc, vous allez l'apprendre ça, c'est qu'en fait, dans une protéine que vous voyez ici, euh, euh, dans cette protéine-là, celle qui est tout à gauche, par exemple, dans cette protéine-là, eh ben, en fait, vous allez voir qu'elle a, elle a un seul domaine transmembranaire. Ça veut dire quoi un seul domaine transmembranaire? C'est-à-dire qu'il y a une fois où elle traverse totalement la membrane plasmique. Donc, dans la protéine à gauche, elle a les deux trucs noirs, qui sont les domaines extracellulaires et intracellulaires, et le domaine au milieu qui est un domaine membranaire, transmembranaire. Et donc, l'hélice alpha, vous savez ce que c'est, vous l'avez vu en protéine cette année, c'est une forme, si vous voulez, c'est une forme de domaine transmembranaire, de domaine hydrophobe. Il y a feuillet bêta et hélice alpha. Et donc, ces protéines-là, donc la première, elle a un domaine transmembranaire et la deuxième protéine, elle a trois domaines transmembranaires. Vous le voyez, elle traverse trois fois la membrane plasmique et elle a donc, par exemple, deux domaines hydrophobes, deux domaines intracellulaires et deux domaines extracellulaires. Vous voyez au-dessus une protéine qui est à l'extérieur de la cellule, okay, qui s'appelle une protéine de la matrice extracellulaire. Et en dessous, à contrario, vous avez une protéine périphérique à l'intérieur de la cellule qui s'appelle une protéine intracellulaire. Vous avez une protéine très importante qui s'appelle la cavéoline. On va en reparler de la cavéoline aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on voit un peu cette notion-là de cavéoline. Et enfin, tout à droite, vous avez deux protéines qui est attachée grâce à un acide gras. Vous la voyez, la protéine qui est intracellulaire et qui est accrochée à la membrane plasmique par un acide gras. En fait, cette protéine-là, c'est ce qu'on appelle une famille qu'on reverra, c'est-à-dire la protéine G, les protéines G. J'espère que vous prenez tous des notes, hein, bien évidemment, que vous n'écoutez pas ma voix qui vous endort.
Mais la protéine G en question, c'est ce qu'on appelle une protéine cytosolique. Alors là, j'espère, je prie le bon Dieu pour que vous ayez tous écouté mon audio. Dans mon audio, je vous ai dit qu'il y avait 2 clans de protéines. Vous vous souvenez? Et là, elles sont bien représentées ici. Celles qui sont en vert, qui sont les protéines du clan système endomembranaire, et les protéines qui sont en rouge, qui sont des protéines cytosoliques non système endomembranaire. Donc, par exemple, la cavéoline, elle fait partie du système endomembranaire, du clan système endomembranaire. Les protéines en rouge, la protéine G, bah, c'est une protéine qui appartient c'est une protéine cytosolique. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que en fait, quand vous allez comprendre, vous allez voir une protéine, n'importe laquelle, et ben vous allez vous rendre compte que la protéine, elle a une histoire. Elle vient de quelque part, elle est née quelque part et elle aboutit quelque part et elle est dans un endroit où elle peut être que à cet endroit et pas à un autre. Je m'exprime. Par exemple, la protéine tout à gauche, protéine transmembranaire, un domaine transmembranaire. Cette protéine-là, c'est une protéine qui est dans la membrane plasmique. Donc, quand vous faites votre liste de compartiments, elle fait partie du clan système endomembranaire. Donc, comme toutes les protéines qui sont du système endomembranaire, elle a une histoire. Alors, vous savez très bien qu'une protéine, ça c'est du chapitre 1, euh, qu'une protéine, euh, elle a donc elle provient de l'ADN. Donc à la base, l'ADN est transcrit en ARN. L'ARN messager va être, euh, va être traduit après en protéines grâce à un ribosome. Et je l'avais dit ça dans le cours d'introduction, que le ribosome, cet endroit de traduction peut être il y a deux possibilités. Soit le ribosome, il est sur le RE, et c'est le cas de cette protéine-là, et c'est le cas de toutes les protéines qui sont en vert ici. Donc la base, c'est que le ribosome, pour ces protéines-là, et que pour cette protéine-là, est situé au niveau du réticulum endoplasmique granulaire. Donc finalement, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que l'origine de ces protéines-là, c'est un ARN messager qui a été traduit au niveau d'un RE grâce à un ribosome associé au RE. C'est un vocabulaire qu'il faut maîtriser. Par contre, les protéines qui sont en rouge, qui sont des protéines cytosoliques, alors regardez juste comment on arrive à faire la différence. Les protéines cytosoliques, c'est des protéines qui n'ont rien à voir ici avec la membrane plasmique. Elles n'ont pas de lien, elles n'ont pas d'accroche nette avec la membrane plasmique. Même la protéine G que vous voyez tout à droite, elle peut se lier à la membrane plasmique que grâce à un acide gras. Sinon, elle ne peut pas être dans la membrane plasmique puisque c'est incompatible. Une protéine qui appartient au cytosol, qui est dite cytosolique, alors quand je dis qu'il appartient au cytosol, on verra les autres compartiments, mais une protéine cytosolique n'aura rien à voir avec tous les éléments du système endomembranaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me citer tous les éléments du système endomembranaire dans ces clans-là, dans ce clan-là? Allez-y, je vous écoute. Cytosol, noyau, il y a la mitochondrie. Alors ça, si tu cites quoi là? Ah non, non, ça c'est le système non endomembranaire. Ah, non endomembranaire, donc très bien, cytosol, noyau, mitochondrie, peroxysome, ouais. Peroxysome et cytosquelette. Ah, très bien. Et cytosquelette. Alors, cytosquelette, dans la forme que j'ai voulu dire ça, mais c'est vrai que cytosquelette, vous le verrez, il y a des protéines qui sont, mais c'est comme c'est le cytosol. Vous verrez, c'est la même chose que le cytosol. Donc, très bien. Maintenant, euh, donc ça, toutes ces protéines-là, elles sont représentées dans les protéines en rouge qui sont ici. Elles font partie du même clan que ces protéines-là. Alors ici, c'est des protéines qui sont dans le cytosol, celle-ci en question, que vous voyez dans ce schéma. Mais si vous voyez une protéine dans la mitochondrie, ou une protéine dans le peroxysome, ou une protéine, comme l'a dit Aurel, dans le noyau, ben alors ces protéines-là en question, eh ben, elles vont avoir la même origine que ces protéines-là en rouge que vous voyez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir été synthétisée à partir d'un ribosome associé au RE, comme on l'a dit, elle va être synthétisée dans le cytosol grâce à un ribosome libre. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment
vraiment la base. C'est-à-dire que les étudiants là aujourd'hui qui ne maîtrisent pas ça, ok, vous venez me voir à la fin. Alors évidemment hein, que sur les 1700 étudiants, il y en a très peu qui maîtrisent ça, mais vous, en tant que mes élèves, vous êtes censés savoir ça. Et si vous ne savez pas, vous m'appelez juste après d'urgence et je vous réexplique tout. Et je vous dis où il faut que vous regardez ça. Mais ça, il faut le maîtriser. Évidemment que ça va se remettre en place, hein, mais avoir au moins un peu ces notions-là. Donc, je répète, si on part de la cavéoline, on dit voilà, est-ce que la cavéoline a été synthétisée à partir de ribosomes libres? Ben non, c'est faux. La cavéoline a été synthétisée à partir de ribosomes associés au RE. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Ça, on est bon. Est-ce qu'on a des questions sur ça déjà? Ok, j'avance. Deuxième chose à savoir, dans l'histoire de ces protéines, c'est pour ça que je reste un peu longtemps sur ce schéma, c'est que une protéine, quand elle naît, peu importe où elle va naître, que ce soit dans le RE, que ce soit dans le cytosol, elle va avoir comment dire, une suite de maturation. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes né dans le né dans le ventre de votre maman, et ben, vous n'êtes pas né à 18 ans. Donc vous êtes né, vous avez 0 ans et vous avez grandi, vous avez grandi dans tous les aspects de votre corps et en fait, vous avez ce qu'on appelle maturé, donc dans la tête, dans le corps, tout ce que vous voulez, mais il y a une maturation dans la vie. Mais une protéine, c'est la même chose. Il y a une maturation. Alors ça se fait beaucoup plus rapidement que nous, mais une protéine, quand elle naît dans le RE, elle va après dans le Golgi, où elle va subir une maturation. Et après le Golgi, elle est presque en état complètement mature, et là, elle va pouvoir aller, par exemple, ici dans la membrane plasmique. Et quand cette protéine-là que vous voyez en question, bah, c'est une protéine finalement qui est complètement dans la membrane plasmique. Et donc, c'est une protéine qui est complètement mature. Pareil pour la protéine qui est extracellulaire que vous voyez juste au-dessus de la protéine à 3 domaines transmembranaires. Cette protéine-là périphérique extracellulaire, elle aussi, elle est passée par le RE, elle est passée par le Golgi, et elle a été exocytée. Donc ça aussi, c'est un terme du chapitre 2 hyper important. L'exocytose des protéines, c'est le fait de faire sortir des protéines à l'extérieur de la cellule. Et en fait, tout ce que vous allez voir dans ce chapitre-là, c'est le rapport qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, soit à travers des exocytoses. Alors, une exocytose, vous pouvez le noter, ça fait toujours intervenir la membrane plasmique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une exocytose, je vais vous donner un exemple parlant, c'est qu'il y a une déformation de la membrane plasmique. Alors, on ne le voit pas tellement ici, mais par exemple, dans ce schéma, dans la page 14, en bas, vous voyez ici que à gauche, on a donc un RE, par exemple. Le RE, il a des protéines et il va envoyer ces protéines. Donc là, il n'y a pas le Golgi, tout ça, c'est un schéma simplifié, mais en gros, la protéine, elle part du RE, elle va aller dans une vésicule et elle va être exportée par exocytose à la membrane plasmique. Donc forcément, si cette protéine était dans une vésicule, forcément, cette vésicule et la membrane plasmique vont fusionner et cette fusion, okay, cette fusion elle va faire en sorte que la membrane plasmique va se déformer. Alors, je vais voir si je trouve un bel exemple de ça. On voit une membrane plasmique qui se déforme, normalement dans la figure 28, pour ceux qui ont... Il y a quelqu'un qui a son micro là. Coupez ce micro. Non, pas ici. Ça, c'est 100. Voilà, parfait. Vous voyez ici, dans ce schéma, on constate que il y a une déformation de la membrane plasmique. C'est-à-dire que le matériel qui est situé dans la vésicule va être exocyté à l'extérieur de la cellule, mais à travers donc une déformation de la membrane plasmique, une fusion des membranes. Donc c'est différent de ça.
Par exemple, ça ici, dans le milieu, là, quand il y a une perméase, une perméase, un élément, il rentre, il va du cytosol au compartiment ou du compartiment au cytosol, ou même, il peut y avoir la même chose au niveau de l'extracellulaire. Et ben là, il y a juste un espèce de canal qui fait passer les éléments d'un endroit à un autre. Il n'y a pas une déformation de la membrane plasmique. Et ça, on le reverra tout au long des schémas. Donc voilà, c'était un peu ça. Et vous pouvez noter dès à présent que tous le- 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 les exocytoses, peu importe les exocytoses en question, mais toutes les exocytoses sont dites euh, euh, énergie dépendants. C'est-à-dire qu'il y a forcément, s'il y a une déformation de la membrane plasmique, il y a forcément une consommation d'énergie. Et ça, on le verra dans tous les schémas de Biocé. La consommation d'énergie est vraiment capitale aux survies de la cellule. Et qui c'est qui, faites-moi rêver, qui c'est qui, je sais pas pourquoi ma vidéo ne marche pas, hein, bon, peu importe, mais qui c'est qui fournit l'énergie à la cellule? La mitochondrie. Mitochondrie. La mitochondrie. Parfait, bravo, bravo. Bon, si je vais trop lentement, vous me le dites, hein. Moi, je me bouge, hein. Déjà, j'ai un cours d'introduction, juste pour que j'ai perdu personne. Alors, dans ce schéma-là, donc la page 10, eh ben, on fait un zoom. On fait un zoom sur notre membrane plasmique. Et cette membrane plasmique, elle est dite asymétrique. Ça veut dire quoi, asymétrique? C'est-à-dire que notre membrane plasmique, elle a deux versants. Et dans ces deux versants, eh ben, elle va avoir des choses qui vont être différentes en fonction du cytosol ou en fonction donc de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire du versant extérieur ou du versant intérieur. Ici, dans cette protéine, tout le monde a vu qu'il y a trois protéines. Il y a la protéine transmembranaire, à un domaine transmembranaire, une protéine qui est en bas, une protéine cytosolique, et une protéine qui est donc dans la matrice extracellulaire. Donc, évidemment, que la protéine qui est transmembranaire, elle a une partie hydrophile et une partie hydrophobe. La partie hydrophile avec les aminoacides, les acides aminés hydrophobes, enroulés en hélice alpha, c'est ça la partie qui est dans la membrane plasmique, qui est hydrophobe. Les autres, c'est hydrophile. Et les protéines périphériques que vous voyez, que ce soit les protéines extracellulaires ou intracellulaires, sont les deux ici hydrophiles, ils n'ont aucun rapport avec la membrane plasmique. Alors, ce qui est important, un principe très important en Biocé, c'est que les sucres, donc je dis bien les sucres, ne sont présents qu'en extracellulaire. C'est-à-dire que là, il y a marqué oligosaccharides, vous le voyez, et bien ces oligosaccharides ne sont présents que en extracellulaire. Alors, il y aura des exceptions, une exception, mais retenez ça, que le principe, c'est que un sucre, c'est en extracellulaire. Alors, là aussi, il faut faire attention. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui pour ne pas vous embrouiller, mais encore une fois, quand vous voyez une protéine comme ça dans la membrane plasmique, elle est déjà mature. On ne lui rajoute rien. Ce n'est pas au niveau de la membrane plasmique qu'on rajoute des choses à la protéine. C'est bien en amont, en fait. C'est lors de la synthèse de la protéine dans le RE, ou même dans le Golgi lorsqu'elle fait sa maturation, c'est à ce moment-là qu'on lui rajoute, on lui enlève, on lui met des sucres. Ou on peut lui rajouter des tonnes d'autres choses. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute les choses. Faites attention, dans la chronologie, c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe de A à Z dans la constitution d'une protéine. Donc, ici, les sucres, c'est en extracellulaire. Pareil, ce qu'on appelle les ponts disulfures, je ne sais pas si vous le voyez, il y a marqué SS. Les ponts disulfures, ça sert à donner une architecture de la protéine. Ça, vous les avez vus. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les ponts disulfures, mais vous avez vu que une protéine, elle peut avoir une structure secondaire, tertiaire, quaternaire. Ça, vous l'avez vu au premier semestre. Mais en fait, comment elle peut s'enrouler une protéine, comment elle peut faire en sorte que elle peut avoir une conformation 3D, tridimensionnelle, elle a besoin d'éléments qui rejoignent les deux bords. Donc ici, les ponts disulfures sont très présents au niveau des protéines pour leur donner cette bonne conformation. Puisque la conformation d'une protéine 3D, ça va déterminer aussi sa fonction. Ça aussi, je ne vous apprends rien. Et donc ça aussi, les ponts disulfures se retrouvent que en extracellulaire.
Et vous voyez qu'en dessous, quand il y a deux SH, fonction SH d'une protéine, d'une acide aminé qui se rencontrent, ça fait un point de sulfure. Mais quand c'est au niveau réducteur, c'est-à-dire si c'est au niveau de la partie intracellulaire, alors il n'y a pas de pont disulfure qui peut se former. Ça reste sous forme SH. Mais si on est dans un milieu oxydant, donc milieu extracellulaire, alors les ponts disulfures peuvent se former. Donc voilà, donc là vous voyez, vous connaissez finalement l'histoire des protéines, que ce soit extracellulaires, transmembranaire et intracellulaire, vous connaissez l'histoire. Si on reprend juste, on refait un résumé. Si on a cette protéine-là extracellulaire, bah, son histoire, elle est classique, c'est qu'elle a été synthétisée à partir du RE, elle est passée donc à partir d'un ribosome associé au RE, elle est passée par le Golgi, et du Golgi, donc, elle est allée où? Elle est allée voir son copain, elle est allée donc dans la membrane plasmique grâce à une vésicule. Alors, comment s'appelle ce chemin-là? RE, Golgi, membrane plasmique. Le flux vectoriel membranaire et permanent. Le flux vectoriel, membranaire et permanent. Très bien. Donc, c'est ce flux-là, le flux vectoriel membranaire et permanent, c'est ce flux-là qui va permettre à la protéine de passer du RE à la membrane plasmique. Attention, la protéine qui est en dessous, la protéine périphérique cytosolique, elle n'est pas passée par le RE. Elle ne passera pas par le Golgi. Elle était dans le cytosol, elle a rencontré un ribosome cytosolique, excusez-moi, et elle est allée au niveau, donc proche de la membrane plasmique, mais pas par une vésicule, elle est passée directement, elle a été synthétisée, elle a été transportée par, entre autres, les cytosquelettes. Hein. Je vous avais dit les trois rôles du cytosquelette, c'est entre autres de permettre à la vésicule, enfin à la protéine de se déplacer. Mais elle est passée, donc, cette protéine, elle est allée dans le cytosol directement. Okay, donc ça fait partie aussi des choses importantes à bien situer. Alors, vous voyez, dans ce schéma, il est marqué cytosquelette. Alors, bien sûr que quand le prof va détailler tout ça, il va pas rentrer dans le détail dans chaque schéma comme je suis en train de le faire. Mais moi, si vous voulez, j'ai une vision globale. Donc ça, vous allez le revoir dans les schémas. Donc vous allez voir que par exemple, pourquoi il y a marqué cytosquelette en dessous? Alors, je vais vous montrer un schéma. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors, vous allez dans la figure 22. Enfin, page 22, excusez-moi. Alors, ce schéma, je ne sais pas s'il tombe le jour du concours, mais il est très important. Alors, vous voyez à gauche de ce schéma, vous avez des cellules cylindriques. Bon, parfait. Ces cellules cylindriques, elles sont collées. Vous les voyez, elles sont collées. Elles ont en dessous la matrice extracellulaire, donc l'extérieur de la cellule. Alors, la lame basale, vous verrez dans le chapitre 3. Mais voilà. Alors, pourquoi elles sont collées et pourquoi elles ont cette forme-là? Parce qu'en fait, entre chaque cellule, il y a des protéines, okay, qui relient chaque cellule entre elles. C'est-à-dire que, vous les verrez, ça s'appelle des CAM. Okay, les cellules, les cellules qui adhèrent à la matrice, à la cellule, c'est des protéines qui permettent l'adhésion de la cellule entre elles. Ben, ces CAM en question, que vous allez voir dans le chapitre 2, et je veux que vous le travailliez aujourd'hui, le chapitre 2, ces CAM, elles vont permettre de diffuser un message au reste de la cellule. Donc j'aime mieux quand je l'écris ça, hein, mais sur un tableau, mais juste comprenez bien que une protéine, ok, une protéine, lorsqu'elle a un contact à l'extérieur de la cellule, elle va forcément diffuser un message à l'intérieur de la cellule. C'est pas gratuit qu'elle puisse avoir un contact à l'extérieur, elle va le diffuser. Et la plupart du temps, elle va le diffuser au cytosquelette, ce qui va donner la forme de la cellule. Donc, si on a des protéines qui sont entre les deux cellules qui sont jointives, les deux protéines vont se coller,
elles vont diffuser un message à l'intérieur de la cellule pour dire, ben, toi, par exemple, tu restes cylindrique. Et dans cette expérience, on met ces cellules-là dans un milieu sans calcium. C'est-à-dire que les CAM, les protéines, ces protéines-là, elles ont besoin de calcium, vous le verrez, pour pouvoir adhérer. Et aussi, on va les couper. On va mettre des protéases. Donc, à chaque fois qu'il y a un mot ase à la fin de la phrase, d'un mot, ça veut dire que ça détruit. Protéase qui détruit les protéines. Donc, on va couper ces protéines, on va leur enlever le calcium. Donc, elles ne pourront plus envoyer un message à l'intérieur de la cellule. Donc, le message initial qui voulait dire tu restes cylindrique n'est plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a des protéines qui sont maintenant rondes. OK? Ça, c'est l'expérience en question quand on a mis ces cellules dans un milieu sans calcium et avec des chélateurs de calcium et des protéases. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez le noter, la transduction mécanochimique que vous allez voir, que vous allez manger dans le chapitre 2. Donc, je reviens à mon schéma. C'est pour ça qu'ici, dans le schéma en question, vous avez dans la page 10, il y a un rapport étroit entre la protéine qui est transmembranaire et le cytosquelette. OK? D'où ce qu'on appelle la transduction mécanochimique. Très bien. Donc ça, voilà, il y a un résumé qui sera dans ça. On va parler maintenant, on va revenir à la protéine. Et je voulais en parler un peu aujourd'hui parce que vous êtes censé quand même un peu maîtriser ces notions-là. La cavéoline. Alors, la cavéoline, c'est une protéine, ce qu'on appelle une protéine intégrale, qu'on appelle en épingle à cheveux. C'est-à-dire que c'est une protéine qui appartient au système endomembranaire et c'est une protéine qui est pas transmembranaire, c'est une protéine qu'on appelle intégrale, okay, dans cette membrane plasmique. Alors, quel intérêt de dire ça? En fait, cette cavéoline, elle va faire partie de ce qu'on appelle un revêtement. Alors, je m'explique. Un revêtement, c'est quoi? Je vais essayer de vous trouver un exemple. Tout à l'heure, on a vu ça. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a une protéine qui peut être transportée par une vésicule. Et cette vésicule-là en question, elle n'est pas mentionnée dans le schéma, mais elle peut être entourée par ce qu'on appelle un revêtement. C'est quoi un revêtement? C'est quelque chose qui va recouvrir la vésicule, qui va la protéger, qui va la différencier, qui va faire des choses, ce revêtement. Mais il y a deux grands types de revêtements. Le revêtement qui va être riche en cavéoline, et on va voir quelles implications il y a. Et on peut avoir un revêtement riche en clatrine. C'est une autre protéine. La différence, c'est que la clatrine, elle, c'est une protéine cytosolique. Donc, vous pouvez le noter dès à présent en rouge. C'est sûr qu'on vous en parlera cette année, parce que si on ne parle pas de ça, on ne parle de rien. Il y aura donc la cavéoline et la clatrine. Cavéoline, c'est une protéine intégrale en épingle à cheveux appartenant au système endomembranaire. Et donc, vous imaginez bien que si c'est une protéine intégrale dans la membrane plasmique, c'est une protéine, lorsqu'elle va être dans le revêtement, eh ben, c'est ce qu'on appelle un revêtement permanent. Ça va être un revêtement très fort. Donc, pour l'enlever, il faudra vraiment un détergent, parce que sans détergent, on ne peut pas enlever ce revêtement. En revanche, le revêtement de clatrine, c'est un revêtement qui va se mettre autour de la vésicule, ok? Mais vous comprenez bien que ça va être un revêtement qui va être beaucoup plus fragile. C'est ce qu'on appelle un revêtement temporaire, puisque c'est une protéine qui appartient au cytosol. Donc elle va recruter pour faire un revêtement, mais elle ne va pas faire partie complètement de la membrane plasmique. Elle va être tout autour, sans être trop dans la membrane plasmique, puisque je répète que la clatrine, c'est une protéine cytosolique. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous verrez, alors on va le voir de suite, j'ai vu un schéma tout à l'heure, on l'a vu, que une vésicule, quand elle a un revêtement de clatrine cavéoline, elle n'a pas la même destinée.
j'aimerais que ce schéma, vous le voyez bien pour la prochaine fois. C'est le schéma, c'est celui-là. Ici, on est en présence, on étudie les transports avec mouvement de la membrane plasmique. Ça veut dire quoi avec mouvement de la membrane plasmique? Ça veut dire que une protéine, lorsqu'elle est dans la vésicule, elle peut être exocitée de deux manières. Soit elle peut être exocitée de manière constitutive, permanente, donc ça se fait tout le temps, c'est une exocytose qu'on appelle constitutive. Donc en gros, dans votre corps, il y a des protéines qui sont tout le temps exocitées. Okay, et ça, cette exocytose en question, elle est faite par comment dire, par une vésicule recouverte de cavéoline. Donc, lorsque la vésicule est recouverte de cavéoline, on aboutit à une exocytose constitutive ou permanente. En revanche, il y a des fois des exocytoses régulées, c'est-à-dire que c'est des exocytoses qui sont provoquées. Provoquées par quoi? Régulées par quoi? Par des signaux de la cellule pour dire attends, on a besoin de quelque chose d'un peu plus important. Je prends toujours l'exemple par exemple de l'insuline. Quand vous mangez beaucoup de sucre, eh ben, l'insuline qui est normalement chaque fois exocitée de manière permanente et constitutive, ben là, elle va être exocitée de manière beaucoup plus forte. Et donc, en gros, vous allez être complètement exocité avec ce qu'on appelle une exocytose régulée. Et donc ça, la vésicule qui est en rapport avec ça est une vésicule recouverte de clatrine. Donc clatrine, exocytose régulée, cavéoline, exocytose constitutive. Donc deux choses à savoir sur ce schéma, okay, je finis sur ce schéma, c'est que vous voyez que toute exocytose ou endocytose, c'est l'inverse, nécessite de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une déformation du cytosquelette de manière locale. Vous voyez que pourquoi une membrane plasmique, ça se déforme? Ça se déforme parce que justement, le cytosquelette se déforme. D'accord? Et si le cytosquelette se déforme, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une consommation d'énergie, ça on le verra. Deuxième chose, une exocytose, elle a besoin aussi de calcium. À chaque fois que vous allez avoir une exocytose, il y a toujours besoin de calcium. OK? Voilà. Ça, c'était la chose. Normalement, avant-hier ou hier, vous êtes censé avoir vu l'apoptose et la nécrose. Je rappelle que dans l'apoptose, donc c'est la figure 16 du chapitre 1, okay, c'est un des derniers schémas. Dans l'apoptose, on a une phagocytose. C'est quoi une phagocytose? C'est une protéine comme une cellule, excusez-moi, comme un macrophage qui va permettre d'endocyter, okay, de phagocyter une bactérie. En gros, elle va prendre une cellule, elle va la phagocyter. Et cette phagocytose fait aussi intervenir un mouvement de la membrane plasmique et donc un mouvement du cytosquelette. Et donc, c'est ça ici qu'on dit que la phagocytose aussi est calcium dépendant. Vous verrez qu'il y a besoin de calcium, il y a besoin d'énergie parce qu'il y a une modification du cytosquelette. OK? Voilà. Dernière chose que je voulais voir avec vous, après je vous laisse tranquille, on reprendra demain. C'était juste aujourd'hui une introduction pour que vous compreniez comment ça marche. Voilà. Je veux que pour la prochaine fois, attendez, je veux que vous regardez bien ici, à partir d'abord tout ce qu'on a fait, et à partir du grand D, toutes les CAM et les SAM. Mais je vais vous expliquer juste le principe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une CAM, c'est une protéine qui permet... Alors, regardez ce schéma, je vous laisse allez, 30 secondes pour l'analyser.
OK. Donc, dans ce schéma, c'est très important juste en termes de méthodologie, quand vous ne savez pas quelque chose, quand vous avez un schéma comme ça, vous regardez bien le schéma, vous essayez de le comprendre, et après, vous voyez le texte. Si vous cassez la tête un peu sur le schéma, vous essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas tout, le fait d'avoir travaillé sur le schéma fait qu'après, dans un deuxième temps, vous allez voir le texte et vous allez beaucoup mieux comprendre. Ne regardez pas le texte de suite parce que c'est dommage. Donc ici, on a une CAM. OK, une CAM, c'est une protéine d'adhérence qui permet de lier deux cellules entre elles. A contrario, il y a ce qu'on appelle des SAM. Les SAM, c'est des protéines également qui permettent de faire le lien entre cellules et matrices extracellulaires. CAM, c'est cellule-cellule, et SAM, c'est substrate. En anglais, la substrate, c'est la matrice extracellulaire. Donc, cellule-cellule, c'est la CAM, cellule matrice extracellulaire, c'est la SAM. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux cellules ici, et le lien que peut avoir les deux CAM en haut vont avoir une répercussion, une diffusion du message à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur du noyau, entre autres. On peut modifier le cytosquelette, on l'a vu tout à l'heure, on peut modifier le noyau, on verra plus tard, et on peut modifier beaucoup de choses. Mais c'est ça ce qu'on appelle la transduction mécanochimique. Pareil, une SAM, elle peut avoir donc un lien avec la matrice extracellulaire et diffuser un signal à l'intérieur de la cellule. Voilà. Donc ça fait partie des choses que je veux que vous regardiez. Donc, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Et vous allez m'apprendre tous ces cams-là. La cadérine, l'hémoglobine, ça vous le reverrez, et la sélectine, et enfin l'intégrine. Je veux que vous regardiez bien ça. Je sais que c'est des trucs un peu barbants à apprendre parfaitement, mais il faut que vous regardiez tout ça correctement. Si vous apprenez ça, on pourra voir ensemble comment dire, les jonctions qui, je pense, vont être remises, même si, bon, tout ce que je vais avoir comme doute, je vous le ferai pas. Les trucs sûrs, on le fera ensemble ces deux prochains jours en biocé, mais voilà. OK? Est-ce que vous avez des questions de ce qu'on a vu aujourd'hui? Tous les schémas, c'est pour le chapitre ce cours-là ou il y a des schémas qui proviennent de d'autres chapitres Eh ben, qui sont sur... tu vas avoir 11 chapitres. Et dans, Non, mais là, les schémas qui sont dans le cours, là, ouais, c'est que c'est du tous du chapitre même 2. chapitre? Ok. C'est que du chapitre 2. En revanche, des fois, Medibox, il ramène d'autres schémas, d'autres chapitres. C'est-à-dire que pour expliquer, par exemple, ce schéma-là, c'est un schéma du chapitre 11. Mais pourquoi on te le met ici? Parce que c'est en rapport avec le schéma d'avant. Tu vois, des fois, ils font des liens directement entre ce schéma-là que tu vois dans la page 17 et la page 18. Donc voilà, Ok. il y a des petits rappels comme ça, mais bon, globalement, c'est que du chapitre 2 et c'est spécifié. Si c'est pas du même chapitre, c'est spécifié. Donc tu te gourres pas quand tu sais, mais c'est intéressant de les voir en amont. Tu vois, c'est le genre de schéma, la figure 9 du chapitre 11, c'est hyper important de le voir parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Ok. Vous avez d'autres questions? Donc, dans les premiers YouTube là, que je vous ai envoyés, je vous ai dit exactement dans le premier chapitre qu'est-ce qu'il fallait apprendre, qu'est-ce qu'il ne fallait pas apprendre. Donc, ne vous perdez pas. Là aussi, là, je veux que pour demain, vous travaillez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et tout ce que je vous ai dit aussi de travailler pour demain. Comme ça, au moins, on est bon. OK? Pas de questions? Tout est bon? Allez, Oui. bon courage à tous. Bon courage à tous. Et voilà, je vous en supplie, ceux